Si vous souhaitez réagir au 01 80 20 39 21 sur cette actualité politique, toujours rien à signaler pour l'instant. À Matignon, Gabriel Attal reste en sursis en attendant que les partis trouvent un terrain d'entente. À l'heure où la France penche à droite, nos ministres seront-ils de gauche? C'est la question qu'on peut se poser. On est avec Alain, on y était juste avant la pause. Cher Alain, merci d'être toujours avec nous. Vous êtes grenoblois. Vous, votre ville, elle a changé. Peut-être que vous avez une question à poser à Madame Panosian. Madame la députée, je rappelle une règle ici, c'est que les auditeurs ont le pouvoir. Moi, je ne peux rien faire. Voilà, c'est eux qui parlent et c'est eux qui posent les questions. Alain, c'est à vous. Merci, je suis pas sûr que de poser une question, j'aurai une réponse. Je vais vous parler de Grenoble dans un instant. Je réponds directement à votre question. Pour moi, oui, Macron, il agit comme Ponce Pilate. Il est responsable et coupable de la situation. Pour moi, c'est une situation qu'il a choisie délibérément. Son optique est très probablement d'appliquer l'article 16 de la Constitution. C'est-à-dire que son calcul politique, il consiste à dire, vous voyez que personne n'est capable de se mettre d'accord, donc j'ai besoin des pleins pouvoirs pour établir l'ordre. Je vous fais juste observer que la France s'est fortement dégradée en une dizaine d'années. Monsieur Macron n'est plus crédible à l'étranger. On le prend pour un plaisantin, un clown. Ce que j'observe, moi, c'est que si vous avez besoin d'un médecin, ça n'est pas possible, y compris dans une ville comme Grenoble. L'hôpital est massacré. L'éducation, vous avez fait allusion au problème de notes. Moi, j'ai été professeur de mathématiques à Grenoble. J'ai corrigé le brevet pendant 31 ans et j'étais écœuré, et je ne suis pas le seul, des consignes qu'on nous donnait pour corriger les copies. Vous avez d'abord 2, 3, 4 pages de consignes, plus des petites pages après, et vous êtes canalisé. Et si vous sortez des consignes, on vous rappelle à l'ordre. Mais je reviens au propos qui est le plus intéressant actuellement, c'est que pour moi, le fascisme, le racisme, il n'est pas du tout du côté du RN, il est bien du côté de la France insoumise et de cette gauche insupportable, il n'y a pas d'autre mot, qui détient le pouvoir par la justice, par l'école, par les syndicats. On voit bien que la démocratie et eux, ça fait 3. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe au niveau national, c'est que Grenoble, malheureusement pour nous, est un vrai laboratoire de ce qui risque de se passer dans notre pays. Et pour ma part, j'envisage, ma mère est mourante, mais dès que ma mère sera décédée, je quitterai Grenoble. La vie à Grenoble est devenue insupportable. Bon, il y a beaucoup de choses dans votre témoignage, Alain. Il y a énormément de choses, la colère concernant la politique et le chef de l'État. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que vous avez dit sur la santé, peut-être même sur l'éducation, votre d'expérience, votre témoignage en tant qu'enseignant, avec peut-être ce délitement de l'éducation nationale. C'est vrai que pendant cette campagne d'entre-deux tours, Madame la députée, il a plus été question d'un barrage, d'un front républicain contre le Rassemblement national, et peut-être qu'il a été moins question des programmes et des enjeux pour les prochaines années. Est-ce qu'on peut au moins s'accorder là-dessus ? Est-ce que vous avez eu ce constat-là ? C'était qu'on était sur un vrai front républicain et non finalement sur le fond avec les grands enjeux. Je vous rejoins, on était plus sur un vote contre un barrage républicain qui a plutôt bien fonctionné que sur un vote d'adhésion. C'est pour ça qu'il faut regarder le vote du premier tour qui finalement rappelle les préférences relatives de chacun. Et ce qu'on a vu, c'est d'abord une peur du déclassement individuel, du déclassement collectif, une demande de retour d'autorité et finalement une demande de retour à la promesse républicaine qui est que quand on travaille, quand on respecte la règle, on doit pouvoir se construire une meilleure vie pour soi, pour ses enfants. Et ça veut dire le travail qui paye, ça veut dire les services publics et je pense que Alain de Grenoble a raison de rappeler la question de l'école, la question des déserts médicaux, même dans des métropoles comme Grenoble, et puis la question de retour de la sécurité, que ce soit dans la rue ou que ce soit également dans l'école ou dans le cabinet d'un médecin. Parce que c'est très intéressant, à la veille des élections européennes, je me souviens d'un sondage du journal du dimanche sur les grands enjeux. Quelles sont les priorités pour les Français ? La première priorité, c'était le pouvoir d'achat.
d'achat. La seconde, c'était la question migratoire. La troisième, c'était, si mes souvenirs, la santé. La sécurité. C'est l'insécurité. Ensuite, la santé et l'environnement. Faisait un plus 7. Et l'environnement était en numéro 3, si mes souvenirs sont bons. Un grand merci, Alain, pour votre témoignage. Un nouveau sondage qui a été publié aujourd'hui à la question « Êtes-vous inquiet par rapport à la situation politique actuelle ?» 77% des Français répondent oui, 22% répondent non. Du côté des sympathisants de la majorité du camp présidentiel, ce sont 12% des Français chez vous qui sont inquiets, 75% à gauche, 88% à droite et 93% du côté de la dite extrême droite. L'objectif de cette élection législative, ça devait être la grande clarification. Et dans la lettre du président de la République, il parle même de retour à la concorde. La concorde, c'était un mot qu'il avait employé le 29 avril 2022. Est-ce que 2 ans plus tard, cet objectif de la concorde, du calme, de l'apaisement, c'est un objectif qui est manqué chez vous ? Je pense que non, on n'y est pas. Je pense que cette dissolution, dont je me suis ouvertement, comme d'autres, posé la question du contexte et des circonstances, qui devait être le moment de la grande clarification, qui devait être un moment de respiration démocratique, a fait danser le pays sur un volcan pendant quelques semaines. Moi, ce qui me frappe pendant cette campagne, c'était précisément cette inquiétude très forte des électeurs qui se poursuit. Alors, il y a un soulègement tout de même qui est le barrage au Rassemblement républicain, mais il y a toujours une inquiétude qui se manifeste très, très, très largement dans les sondages que vous soulignez. On revient dans un instant après la pause, Madame la députée. On est toujours avec Jules Torres, Paul Melun, avec Gauthier Lebret et Gabriel Cluzel. Chers auditeurs, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à nous appeler au 01 80 20 39 21. On avait une question comme fil rouge, Madame la députée, c'était dans cette tension politique, cette crise politique que nous vivons, qui est responsable? Est-ce que Emmanuel Macron, qui a demandé cette dissolution, qui est donc le chef d'orchestre de cette dissolution et de ces élections anticipées, est-ce qu'il est le responsable de cette crise politique? On entendra les auditeurs jusqu'à 18h. À tout de suite sur Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 17h15 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour le 16h-18h. On est ensemble en direct avec Gauthier Lebret, Paul Melun, Jules Torres, Gabriel Cluzel et la députée Renaissance de Paris, Astrid Panosyan-Bouvet. Merci de poursuivre cette émission avec nous jusqu'à 18h. Donc si vous avez des questions à poser à Madame la députée, n'hésitez pas à prendre votre téléphone 01 80 20 39 21. Pour les auditeurs qui vous découvrent peut-être, Madame la députée, vous êtes une députée Renaissance, mais on a bien compris qu'il y avait 50 nuances de centrisme du côté de Renaissance. Est-ce que vous êtes plutôt sur une branche, disons, à gauche de Renaissance, social-démocrate, ou est-ce que vous êtes plutôt sur une branche à droite? Allez, on va essayer de trouver 2 personnages qui pourraient correspondre et symboliser cela. Le côté social-démocrate, on va dire Gabriel Attal, la branche à gauche, et puis la branche à droite, c'est un peu plus Gérald Darmanin. Je vous vois faire la moue, mais... Dites Sacha Houlier plutôt. Sacha Houlier. Non, Clément Beaune. Mais Sacha Houlier, vous dites, excusez-moi, Sacha Houlier, il quitte Renaissance, donc ça n'a rien à voir. Il quitte le groupe. Mais il quitte le groupe, donc ça n'a rien à voir. Donc moi, je pense que c'est plus clair pour les gens. Ça n'a pas rien à voir. Mais bien sûr que si, il est plus dans le groupe Renaissance. Donc s'il est plus dans le groupe, ça veut dire qu'il faut des gens qui restent dans le groupe. Avec lui. Alors, Madame le député. Mais pourquoi faut-il choisir, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser et répondre précisément aux 2 demandes qui sont exprimées par les Français, qui sont une question de pouvoir quand même se projeter dans la vie, notamment à travers le travail qui doit payer, le travail qui doit permettre d'avoir une vie décente, et la question de la sécurité qui est la première des libertés. Voilà. Donc je pense, moi, j'ai pas envie de choisir dans le casting. Je pense que ce sont 2 exigences qui sont tout aussi fondamentales. Mais vous avez raison, Madame la députée. Mais comme à gauche, il y a des gauches irréconciliables, peut-être qu'au centre, il y a des centres irréconciliables. Pourquoi je vous dis ça? Et quand vous voulez une coalition plurielle, pourquoi pas? Dans un monde parfait, ce serait extraordinaire. Mais Gérald Darmanin, par exemple, a été très clair. Lui travaillait avec Marine Tondelier, vous parlez de la sécurité, qui était à Sainte-Soline lors des manifestations où 60 gendarmes ont été blessés. Gérald Darmanin, il dit, moi, c'est pas possible. Je peux pas travailler avec Marine Tondelier. Je respecte le choix des électeurs, mais moi, de Marine Tondelier, c'est non. On va écouter, Gérard Larcher, qui est le président du Sénat. Il dit, si on a un Premier ministre du nouveau Front Populaire, nous voterons la censure. Si le président de la République fait ce choix, je suis clair, je combattrai ce choix et je demanderai
à ce que le gouvernement soit censuré. Car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français. Voilà. Mais ils sont arrivés en tête. Ils sont arrivés dans la conjonction, on le sait, on va pas se raconter l'histoire, de faire barrage au Rassemblement national, et j'y ai contribué. J'ai même dit le lendemain que nous avions fait échec au Rassemblement national et que c'était heureux. Et je me suis engagé bien au-delà de ma famille politique. Alors vous répondez quoi à Gérard Larcher qui, lui, est prêt en quelque sorte, on a cette sensation à tendre la main au groupe, au camp présidentiel, mais en disant faites très attention, parce que si c'est un Premier ministre du nouveau Front Populaire, nous on censure. Vous partagez cette position ? Le problème du nouveau Front Populaire, c'est la France insoumise quand même. Et la difficulté de ce nouveau Front populaire, qui a également été exprimé par quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, et pendant les européennes et même après, c'est cette alliance en fait. Je pense qu'il y a des sociodémocrates. C'est l'unique problème du nouveau Front populaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je pense que la France insoumise n'a pas la même culture, le même rapport à la démocratie. Quand on entend M. Quatennens dire qu'il faut marcher sur Matignon, fait quand même la courte échelle depuis un moment au communautarisme, à l'islam politique, à une complaisance vôtre dans une complaisance avec l'antisémitisme. La France insoumise est un problème. Et moi, je ne comprends pas cette alliance qui peut être faite avec la France insoumise. Et c'est pour ça que moi, pendant la campagne, j'ai dit ni Rassemblement national, ni France insoumise, pour des raisons différentes. Mais je pense que ces deux groupes ne sont pas aujourd'hui souhaitables dans l'arc républicain. Gauthier Lebret. Donc vous étiez contre les désistements en faveur de la France insoumise ? Je me suis exprimée là-dessus, oui, tout à fait. Moi, en tout cas, moi, vous seriez en cas de triangulaire, moi, ce n'était pas RN, mon LFI. cas. Moi, c'était pas mon cas. Mais de manière globale sur l'ensemble du territoire. Moi, en tout cas, en tant qu'électrice, je vous dis pas, en tant qu'électrice, je me serais retrouvée dans un isoloir. Je pense que j'aurais voté blanc. Voilà, je n'aurais pas été en mesure de pouvoir voter France insoumise pour contrer le Rassemblement national. C'est très clair pour moi. Cette clarté que Gérald Darmanin avait, mais pas Gabriel Attal, par exemple. Et Madame la députée, vous côtoyez désormais depuis un certain nombre d'années la France insoumise, les écologistes ou le Parti socialiste. Et dans votre discours, c'est vrai que vous mettez une grande différence entre ces partis politiques-là, mais ils se sont mis d'accord en quelques jours sur un programme, le programme du nouveau Front populaire, qui contient plein d'outrances, plein d'horreurs. Et est-ce que finalement, il y a vraiment une différence entre la France insoumise, le Parti socialiste et les écologistes ? Il faut faire, bien sûr. Il y a un rapport à la démocratie, il y a un rapport, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, à la laïcité, à la République, à l'économie de marché. Enfin voilà. Après, on peut critiquer peut-être les collègues sociodémocrates ou écologistes de vouloir raser gratis en faisant un programme à 150 milliards de dépenses et qui n'est pas réaliste. Ça, c'est autre chose. Mais je ne questionne en aucun cas le caractère républicain, démocratique et pro-européen des collègues sociodémocrates et écologistes. Mais c'est très intéressant. Gabriel Cluzel, allez-y. Si je peux me permettre, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau ont été extrêmement radicales dans leur collusion avec les soulèvements de la terre, avec Assa Traoré, à la période... Oui, bien sûr. Non, mais donc ça vous pose pas de problème, ça ? Non, mais bien sûr que ça me pose des problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que la France insoumise, en tant que parti politique, d'accord, inféodé à un seul homme, d'ailleurs, et on voit comment il traite ceux qui ont une parole différente. Et puis le parti écologiste qui a quand même des mouvances différentes avec effectivement les individualités et les complaisances que vous signalez sur les chansons de Médine et puis les soulèvements de la terre, etc. Mais s'il y a plus de nuances, on va dire, et c'est d'ailleurs un peu la culture politique des Verts qui fait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pluralité. Ça serait intéressant, mais de toute façon, ça sera très intéressant si on a cette coalition plurielle de voir les personnes qui pourraient s'agréger dans ce gouvernement allant donc, vous dites des sociodémocrates jusqu'aux républicains. Pas sûr que les républicains soient prêts à s'engager dans un gouvernement aussi important. On est avec Michel et Élodie. C'est très intéressant parce que vous venez tous les deux de la région PACA. Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous nous appelez. Et si vous voulez faire comme Michel, 01 80 20 39 21. Vous vouliez réagir, peut-être poser même une question à Madame la députée. Oui, moi, on a diabolisé pendant cette campagne l'étiquette du Front National et aussi bien de l'extrême gauche. Moi, le truc que j'ai à dire, c'est qu'on n'a qu'à supprimer toutes les étiquettes de tous ces partis.
qui sont au pouvoir, notamment 10 républicains depuis 60 ans, en tout cas que j'en entends parler moi, du mon âge, et qui n'ont pas résolu les problèmes des Français. Qu'est-ce qu'on risque à essayer de mettre quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir et de ne pas le mettre sous prétexte que c'est des fascistes, que ci, que là, c'est une étiquette, une image qu'on me donnait, notamment par les médias. Qu'est-ce qu'on risque de mettre quelqu'un qui n'a jamais tenté d'exercer le pouvoir pour résoudre les problèmes que les partis républicains n'ont jamais réussi à faire depuis 60 ans qu'ils exercent et qui prennent des décisions? Voilà. La deuxième question, c'était la situation voulue par M. Macron. Et je pense que stratégiquement, il a voulu obtenir une plus grande majorité en dissolvant l'Assemblée, en pensant que ça s'allie évidemment avec l'extrême gauche. Le problème, c'est que ça va être ingouvernable. Selon moi, la France est dirigée comme une calèche sur laquelle il y en a un qui tire à droite et l'autre à gauche, et du coup, il ne sait plus où on va. Et qui fait le cheval? Bonne métaphore, Michel. Vous nous appelez de Marseille? Tout à fait, je suis à... Franchement, vu l'accent, je ne l'avais pas du tout remarqué. Hein. Il fait beau chez vous, Michel? Peut-être que vous entendez les cigales. Franchement, ça fait envie. Bah oui, c'est pas sympa de nous dire ça. Ce que j'ai à dire, c'est que... Parce que nous, on a François Hollande à Paris, et donc il fait que pleuvoir. Donc, il est arrivé hier. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, hier ou avant-hier. J'étais là. Vous y étiez, madame la députée? Je suis arrivée au même moment que lui, et il s'est mis à pleuvoir. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Non, mais c'est incroyable. Il faut que Michel monte à Paris. Non, mais oui, Michel, ramenez-nous un peu de cigales, s'il vous plaît. Plus de Michel. Et on peut faire, vous savez, c'est l'heure du mercato en ce moment avec au football. Nous, on vous donne François Hollande, et nous, vous venez chez nous. Voilà, on fait le mercato. Non, mais gardez-le, François Hollande. Merci beaucoup, Michel. Là, peut-être la question la plus intéressante de Michel, c'était la seconde, c'est-à-dire, est-ce que la France est aujourd'hui, selon vous, madame la députée, ingouvernable? Vous en avez certains qui regardent à gauche, d'autres à droite, et on ne sait pas où on va aujourd'hui. Alors d'abord, à la première question de Michel, qui était pourquoi ne pas essayer ce qui n'a jamais été tenté. Moi, j'ai jamais essayé de sauter par la fenêtre, alors que j'ai jamais tenté de sauter par la fenêtre, alors que je n'ai pas essayé. Je pense que il faut quand même aussi regarder les programmes des uns et des autres. Et je pense que très concrètement, entre le programme du Rassemblement national, dont on a vu qu'il était si peu réaliste que chaque jour, Monsieur Bardella pendant la campagne reculait. Hein? Donc c'est quand même un aveu aussi du fait qu'il y avait beaucoup de choses non réalistes, et le programme du nouveau Front populaire, il y a beaucoup à redire. Donc ça, c'est un premier point. Et en ce qui concerne votre deuxième question de Michel, je ne me rappelle plus. Eh bien, la deuxième question, c'était sur la France est-elle ingouvernable? Mais vous répondrez à cette seconde question juste après la pause, madame la députée. Merci. On revient dans un instant sur Europe 1. Si, comme Michel, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. On sera avec Élodie dans un instant, qui considère que la responsabilité est partagée entre Emmanuel Macron et les électeurs. Tiens, ça c'est intéressant. À tout de suite. 16h-18h, Elliot Deval sur Europe 1. De retour sur Europe 1 pour la suite du 16h-18h. L'équipe du jour, Gauthier Lebret, Gabriel Cluzel, Paul Melun, Jules Torres. La question du jour, crise politique. Est-ce que Emmanuel Macron est responsable? Qu'aimeriez-vous lui dire si vous aviez la possibilité d'échanger avec lui? Appelons-nous et appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. L'invité politique du jour, Astrid Panosyan-Bouvet. Vous êtes députée Renaissance de Paris. On sera dans un instant avec Élodie. Mais je voudrais qu'on revienne sur une des informations dans le journal d'Émilie Dez. C'est cet appel au rassemblement de la CGT cheminot. Le 18 juillet prochain, pour le premier jour de la rentrée pour les députés. Vous serez en plénière, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, il s'appelle à se rassembler. Et Sophie Binet, ce matin, a expliqué qu'il fallait mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Vous répondez quoi à la CGT et à Sophie Binet? Que l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, est un pouvoir indépendant et qu'il n'a à être en surveillance de personne. Et tout simplement, je trouve que ces propos sont assez choquants, en fait, à vrai dire. Il faut quand même rappeler au nouveau Front populaire que la somme de cette alliance, c'est 190 députés. On est très loin du compte d'une majorité absolue. Et donc je pense, et je rejoins tout à fait les propos de Gérard Larcher, qui, en fin connaisseur des arcanes parlementaires d'autres pays européens, dit qu'il faut
prendre son temps pour pouvoir constituer un contrat de gouvernement sur les quelques priorités qui sont aujourd'hui exigées par les Français telles qu'elles sont apparues au premier tour de cette élection. C'est-à-dire à la fois une question sociale, mais aussi une question régalienne. Mais Madame la députée, vous avez fait, vous l'avez dit dans l'entre-deux tours, un combat contre l'extrême. L'extrême droite. Mais qui est extrémiste aujourd'hui lorsque vous avez un ancien député qui appelle à marcher en direction de Matignon, la CGT donc qui appelle à un rassemblement avec sa chef de file qui dit il faut mettre à l'Assemblée nationale sous surveillance, avec un Jean-Luc Mélenchon qui dit le résultat des urnes qui a placé le nouveau Front populaire en tête des votes et des sièges, le président refuse de reconnaître cela, c'est le retour du veto royal sur le suffrage universel. Tout le monde comprend lorsque Jean-Luc Mélenchon dit ça, ce que ça veut dire. Oui, mais donc, qui est extrémiste comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait campagne. Oui, mais vous n'êtes pas seul, malheureusement. Oui, mais moi j'ai fait campagne, et je pense que j'ai fait campagne finalement sur ma propre légitimité, dans ce contexte très, très particulier de campagne, sur ni le Rassemblement national, ni la France insoumise, parce que je pense que, pour des raisons très différentes, ils n'appartiennent pas à l'arc républicain. Et la France insoumise, et on le voit depuis maintenant quelques jours, enfin c'est pas nouveau, c'est pas comme si ça nous surprenait, a un rapport à la démocratie, à la culture démocratique, que ce soit en interne et surtout en externe, qui est très très problématique. On le voit aujourd'hui. Vous me permettez, vous faites un point de fixation sur la France insoumise dans cette nouveau Front populaire, et je peux me tromper, je n'ai pas regardé dans le détail, mais je n'ai pas vu une flopée de condamnations du côté des sociodémocrates, comme vous dites, de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si Olivier Faure a condamné la déclaration ce matin de Sophie Binet, je ne sais pas si Monsieur Vallot a condamné la déclaration de Sophie Binet, je ne sais pas si ces députés du Parti socialiste ou écologiste plutôt modérés. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une forme de. Voilà, moi je ne suis pas comptable. Vous serez amené à diriger le pays avec eux. Moi je ne suis pas comptable des propos des uns et des autres, et encore moins des personnes de bords politiques différents. Mais je trouve que c'est dommage, et que quand il y a des propos très problématiques par rapport à la démocratie, d'où qu'ils viennent, ils doivent être condamnés. C'est aussi ça le courage en politique. Gabriel Cluzel, sur cette inquiétude d'un climat ultra tendu, et les Français le comprennent bien, il y a 7 Français sur 10 qui sont inquiets par rapport à la situation actuelle, et on parle de la situation politique, et quel que soit d'ailleurs le bord, que ce soit de gauche comme à droite. Oui, de fait, tous les Français sont inquiets. J'ai entendu Gérard Larcher dire oui, il faut prendre son temps. Le problème, c'est que l'incertitude, c'est mortifère. Et puis on va voir s'enquister une extrême gauche qui va persister dans cette idée qu'elle a gagné, et qui font donc qu'elle fasse admettre cette décision à tout prix. Donc l'attentisme ne me paraît pas être une solution à soi, et je crois que cet attentisme inquiète les Français. Ils vont partir en vacances et ils ont l'impression que le pays n'est pas gouverné. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas le cas, Dieu merci. Il reste des institutions en place et des ministres qui gèrent les affaires courantes, mais néanmoins cette forme d'inertie fait peur, évidemment. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut un Premier ministre et un nouveau gouvernement avant les Jeux Olympiques, parce que Dieu seul sait ce qui pourrait se passer en termes de mobilisation syndicale, de tension. Pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, en Norvège, mais c'est pas explosif de la même façon. Non, ils n'ont pas la même culture parlementaire, mais ils se donnent le temps de pouvoir constituer un contrat de gouvernement entre les différents partis hétéroclites, entre les différents marcher sur les institutions partis hétéroclites. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même, voilà. Et ensuite, c'est des paroles qui sont données, comme Quatennens, mais ça vaut pas non plus vérité. Donc moi, je pense qu'il faut quand même, si on veut se donner de la stabilité, une assise parlementaire pour qu'on ne rentre pas dans des crises à répétition de type 4e République, pour qu'on puisse avoir quelques priorités clés sur le travail, la sécurité, l'école et la santé, comme le disait Michel à Marseille, eh bien, il faut qu'on se pose 2 minutes. Je pense que c'est important, et pas vouloir tout de suite se dépêcher pour, vous savez quoi ? Avoir la prochaine crise bientôt. Je pense que c'est précisément ce qui s'est passé en 2022. C'est précisément ce qui s'est passé en 2022. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? Un mois après une élection présidentielle, nous étions en majorité relative. Il a fallu tout de suite constituer un gouvernement et faire soit du débauchage individuel, soit aller sur de la majorité texte par texte. On a perdu une occasion historique, majorité relative comme opposition,
de constituer une première ébauche de contrat de gouvernement pour précisément s'éviter ce genre de situation 2 ans plus tard. Vous parlez de nos voisins européens, vous réfléchissez d'ailleurs en européiste convaincu, peut-être pas forcément aux yeux des Français convaincants quand on voit les résultats. Pas en européiste convaincu, en ayant une comparaison de ce qui se passe à 2000 km. Non, mais je ne dis pas en européiste convaincu, je le dis simplement par comparaison de ce qui existe dans d'autres pays voisins. La vision très européenne que certains responsables politiques peuvent avoir aujourd'hui, il y a eu des résultats aux européenennes qui ont fait que d'autres préfèrent réfléchir en nation plutôt qu'en... Non, mais je ne comprends pas ce que vous dites là, monsieur. Je dis simplement qu'il y a des opinions publiques dans d'autres pays qui préfèrent se donner un peu le temps. C'est d'autres cultures, mais justement, je pense que ça vaut le coup aussi de se dire que le compromis peut être une bonne chose, que le compromis, c'est pas nécessairement de la compromission, et que se donner le temps pour pouvoir ensuite tracer la route et à partir de quelques priorités claires qui donnent une assise parlementaire, ça peut être une bonne chose aussi. On prend un cas concret, même si ça peut être qu'un simple détail anecdotique, dirons-nous. L'abaya à l'école, vous parlez de la laïcité, etc. L'abaya, c'est un élément important ou pas? Oui ou non? Évidemment. Vous me dites évidemment, mais Olivier Faure, par exemple, il n'est pas pour la circulaire qui interdit l'abaya? Ce sera un problème. Je pense qu'il y a des choses qui sont, non conditionnelles. Il y a des choses qui sont non conditionnelles. Ça veut dire qu'il y aura des éléments qui seront clés. La laïcité, les signes religieux non ostentatoires à l'école, c'est des choses qui sont inconditionnelles. Et ça fait d'ailleurs partie des choses qu'on ne peut pas lâcher. Gauthier Lebret. Mais vous ne pouvez pas nommer un gouvernement tout de suite et avant les JO, puisque pour le moment, la solution est totalement... Il n'y a pas de solution. C'est insoluble à l'Assemblée nationale. Vous essayez de faire des accords entre groupes. Au sein des groupes, on n'est pas d'accord. Donc, pour le moment, c'est impossible. Le groupe de la majorité présidentielle, feu la majorité présidentielle, on a toujours ce tic de langage, mais il n'y a plus de majorité présidentielle, est en train de se diviser pour le leadership du groupe. Il y a ceux qui veulent aller vers la gauche et ceux qui veulent aller vers la droite. La seule chose qui existe pour le moment où il y a un peu de compromis, parce que c'est un mot qui semble totalement inconnu, puisque c'est pas la culture française en ce moment à l'Assemblée nationale. Personne, à part Madame la députée qui vient de le prononcer, mais sinon personne ne prononce ce mot de compromis. C'est vers les Républicains et encore pas leur président de groupe, mais vers Olivier Marleix. Olivier Marleix, faut quand même savoir qui c'est. Il a écrit un livre qui est une véritable diatribe contre Emmanuel Macron. Donc le voir dans les colonnes du Figaro dire s'il nomme un Premier ministre LR, il y a une possibilité de coalition. D'ailleurs, c'est la ligne de Bruno Retailleau. Mais même Laurent Wauquiez s'y oppose. Je peux me tromper, mais on est bien d'accord sur la question de l'abaya. On en avait parlé il y a 48 heures. Rodrigo Arenas, le député de la France Insoumise, qui lui, en expliquant qu'il était sur la ligne de Pape Ndiaye et serait prêt à balayer cette circulaire. Mais pendant un débat, il y avait eu cet échange, vous nous l'aviez rappelé, je crois, entre Jordan Bardella et Olivier Faure. On est bien d'accord. Oui, le débat avant le premier tour, Olivier Faure, Gabriel Attal, Jordan Bardella. Jordan Bardella, d'ailleurs il se trompe, il parle de loi alors que c'est une circulaire, dit à Olivier Faure qu'il va abroger cette loi qui est donc une circulaire sur l'abaya, et Olivier Faure ne dément pas. Oui, c'est la position du nouveau Front Populaire, on le comprend comme ça. Mais comment pourrait-il en être autrement? La France Insoumise s'est farouchement opposée à l'interdiction de l'abaya à l'école, et même les Verts sont contre cette interdiction. Je vous rappelle que le voile pour Sandrine Rousseau est un embellissement de la femme, et qu'elle s'est fait huer place de la République par des manifestantes iraniennes qui milite justement pour la fin de l'obligation du port du voile en Iran. La pause, on revient dans un instant pour la toute dernière partie de notre émission, et vraiment je vous remercie Madame la députée, parce qu'on peut avoir un échange clair, apaisé et transparent.